Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu penses, ni ce que tu ressens, ni ce dont tu rêves quand personne ne te voit. Et si tu ne comprends pas cela, tu continueras à donner ton pouvoir, comme celui qui lance des pièces en l'air en espérant que quelqu'un les attrape avec gratitude. Mais dehors, il n'y a pas de gratitude. Il n'y a que du bruit, du jugement et de l'usure. Dans ce monde qui te pousse à raconter chaque détail, à te montrer en morceaux, à chercher l'approbation comme un mendiant émotionnel, se taire est devenu un acte de rébellion. Et protéger ton esprit, ton énergie et tes peurs les plus intimes est devenu une forme de liberté. Pense à ceci. Ta vie intérieure devrait être comme un temple dans lequel on n'entre pas sans avoir ôté son ego, sans respect, sans intention pure. Mais la plupart vivent comme si ce temple était une foire, où n'importe qui entre, donne son avis, consomme et s'en va. Et ainsi, il n'y a pas de paix qui survit. Cette vidéo n'est pas pour celui qui a besoin d'être compris, elle est pour celui qui est prêt à devenir indéchiffrable. Pour celui qui comprend que tout ne se partage pas, que tout ne s'explique pas, et que le silence est aussi une réponse. Ici, tu vas trouver des principes stoïciens qui ne s'apprennent pas dans les livres, ils se pratiquent dans la vie réelle. Tu vas découvrir comment garder ton histoire comme un sanctuaire, pas comme un spectacle. Comment entraîner le silence, comment protéger tes peurs, comment t'entourer seulement de ceux qui respectent même ton absence. Je ne vais pas te donner de belles phrases, je vais te donner des outils. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu sortiras avec une armure invisible que personne ne pourra t'enlever. Parce que ta paix ne se mendie pas, elle se construit, elle se défend, et elle commence par ce que tu choisis de taire. 1. Fais de ton histoire un temple sacré, pas une scène pour n'importe qui. Il y a des mots qui devraient être vécus comme s'ils étaient des prières sacrées, pas comme des titres d'un magazine bon marché. Ton histoire, tes blessures, tes processus ne sont pas faits pour le divertissement de personne. Ce sont des temples, pas des scènes. Ce que tu as vécu n'est pas une pièce de théâtre où le public applaudit ou critique. C'est un chemin plein de cicatrices, de décisions, de leçons que seul toi sais combien elles ont fait mal. Et pour cela, il mérite d'être traité avec respect, en commençant par toi-même. Le problème est qu'aujourd'hui, tout le monde veut être vu, validé, compris. Et dans ce désespoir de se sentir accompagné, on ouvre des portes qui ne devraient pas être ouvertes. On donne un accès émotionnel à n'importe qui se montre aimable pendant 5 minutes. On raconte ce qui fait mal, on montre ce dont on rêve, on donne son âme sans avoir d'abord observé le caractère de celui qui écoute. Et cela, plus que de la connexion, c'est de la négligence. Parce que lorsque tu transformes ton intimité en spectacle, tu deviens vulnérable au jugement, à la moquerie, à la manipulation. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Et même s'ils en ont, tout le monde n'a pas la capacité de supporter le poids de ta vérité. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. Ne donne pas ton pouvoir, ne mets pas ton bien-être entre les mains d'autrui. Épictète le disait fermement, « Tant que tu te soucieras de ce que disent les autres, tu seras leur esclave. » Et être esclave, ce n'est pas seulement obéir, c'est aussi en dire trop, montrer trop, faire trop confiance. Ton histoire a de la valeur quand elle est gardée comme un trésor, pas quand elle est distribuée comme de la monnaie lâche. Chaque fois que tu partages quelque chose de toi, tu donnes une partie de ton énergie, une partie de ta clarté. Et si tu le fais sans sagesse, tu finis par ne plus rien avoir. Ce point n'est pas une invitation à t'enfermer dans une grotte, ni à vivre dans la peur de la connexion. C'est une invitation à être sélectif, à reconnaître que la véritable force ne se crie pas toujours, elle est souvent gardée en silence. Que tu n'as pas à expliquer ton passé pour justifier ton présent, que tu n'as pas besoin de raconter ta douleur pour être validé. Parce que celui qui mérite vraiment d'être proche le prouvera par des actes, pas par des mots doux. Et quand cela se produira, tu décideras si tu ouvres la porte. Pas avant, pas par impulsion, pas par nécessité. Il y a des gens qui veulent seulement ton histoire pour se sentir supérieur, pour l'utiliser comme argument,
pour manipuler ta vulnérabilité. Il y a ceux qui semblent compréhensifs, mais qui sont des collecteurs d'informations émotionnelles. Et tu n'es pas obligé de leur donner quoi que ce soit. Se taire est aussi prendre soin de toi. Garder le silence est aussi guérir. L'autodiscipline vit aussi dans cela, en résistant à l'impulsion de raconter ce qui n'est pas encore prêt à être partagé, en restant ferme quand tu veux crier au monde ce que tu portes en toi, mais tu choisis de ne parler qu'à toi-même, en construisant un sanctuaire où tes pensées sont protégées, pas exposées. Et si un jour tu décides d'ouvrir la porte, que ce ne soit pas par nécessité, mais par décision, parce que tu te respectes tellement que tu ne partages ton monde qu'avec celui qui sait marcher en silence, qui n'a pas besoin de tout savoir pour rester, qui comprend que ton histoire est un privilège, pas un droit. C'est là que commence ton pouvoir. Dans ce que tu gardes, pas dans ce que tu cries, dans ce que tu choisis de protéger, pas dans ce que tu décides d'exposer, parce que celui qui garde son histoire comme un sanctuaire construit une vie qui ne s'effondre pas à chaque regard. Et cela, de nos jours, est un acte de révolution. 2. Entraîne le silence comme une discipline sacrée. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de maîtrise. Dans un monde où tout le monde veut parler, donner son avis, crier sa version, garder le silence est une forme de pouvoir. C'est comme tenir un couteau aiguisé dans la bouche et décider de ne pas l'utiliser. Le silence bien entraîné n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, c'est une retenue, c'est une force tempérée. Celui qui sait se taire quand il pourrait exploser, celui qui choisit d'observer avant de réagir, celui qui garde des mots quand il sait qu'ils ne feront pas de différence, a gagné une bataille invisible que peu comprennent. Nous vivons à une époque où l'impulsion domine. Si quelqu'un te blesse, tu réponds. Si quelque chose te dérange, tu le publies. Si quelque chose te fait mal, tu le racontes sans filtre. Mais le stoïcisme nous enseigne autre chose. Tout ne mérite pas une réaction. Tout ne doit pas être dit. Le silence peut être une arme ou un refuge, selon la façon dont tu l'utilises. Et l'entraîner n'est pas facile. Il faut du courage pour ne pas tomber dans le jeu de la provocation, pour ne pas te justifier, pour ne pas parler juste pour combler des vides. Marc Aurèle l'avait bien compris. Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Il ne parlait pas de nier la douleur, mais de ne pas lui donner de pouvoir. Et une partie de cela est d'apprendre à se taire, à ne pas t'expliquer là où il n'y a pas d'intention de te comprendre, à ne pas te défendre devant celui qui t'a déjà jugé, à ne pas chercher la justice dans des conversations où tout ce que tu recevras sera de la distorsion. Le silence bien placé est une barrière contre le chaos. C'est un mur de dignité face à ceux qui cherchent à s'immiscer dans ton esprit pour te déstabiliser. Il y a des silences qui protègent, il y a des silences qui éduquent. Quand tu ne réponds pas, tu parles aussi. Tu dis « ma paix n'est pas en discussion ». Tu montres que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot pour te sentir fort, parce que le bruit ne gagne pas toujours. Parfois, il fatigue juste. Celui qui crie beaucoup se vide. Celui qui observe calmement se remplit de clarté. Cela ne signifie pas te réprimer. Cela signifie choisir intelligemment quand parler, comment parler, et si cela vaut vraiment la peine de le faire. Le silence entraîné n'est pas de la lâcheté, c'est de la conscience. C'est regarder une situation de haut, avec une distance émotionnelle, sans te laisser entraîner par l'inertie du moment. Parce que lorsque tu apprends à ne pas réagir immédiatement, tu te donnes l'opportunité d'agir avec un but, pas avec une impulsion. Et cela s'applique à tout. Des discussions inutiles, des provocations vides, des jugements d'autrui, des exigences émotionnelles. Tu n'as pas à répondre à chaque message. Tu n'as pas à clarifier ta vie. Tu n'as pas à justifier tes décisions. Entraîner le silence, c'est te rappeler que tu n'es pas obligé de donner des explications là où il n'y a pas de respect. Que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta voix. Et que se taire à temps peut éviter des guerres que tu n'as pas besoin de combattre. Le silence sert aussi à mieux t'écouter, pour entendre tes pensées sans interférence, pour ressentir tes émotions sans avoir à les expliquer. C'est dans le silence que se filtre le vrai, que se met en ordre l'interne,
que la lucidité apparaît. Si tu parles tout le temps, si tu réagis à tout ce qui se passe, si tu sens que tu as besoin de tout dire, tu te perds toi-même. Le stoïcien ne parle pas moins par peur, il parle moins par respect, pour lui-même, pour son processus, pour son énergie. Entraîner le silence comme une discipline sacrée n'est pas disparaître. C'est construire une présence qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer. C'est marcher fermement sans laisser de traces inutiles. C'est choisir le bon moment pour ouvrir la bouche et le bon moment pour la fermer sans culpabilité. Celui qui maîtrise son silence maîtrise son monde. 3. N'expose pas tes peurs. Nourris-les en silence. Tes peurs ne sont pas des déchets que tu dois cacher, ni des monstres que tu dois montrer pour prouver ton courage. Ce sont des graines. Et comme toute graine, si tu l'enterres avec soin, si tu en prends soin en silence, si tu la protèges du jugement d'autrui, elle peut devenir quelque chose de puissant. Mais si tu l'exposes trop tôt, si tu la laisses entre les mains de ceux qui ne comprennent pas ce que tu portes, la seule chose qui grandira sera l'insécurité, le doute ou la culpabilité. Partager tes peurs sans conscience est comme planter sans terre, comme offrir tes racines au vent. Toute peur ne doit pas être confessée, du moins pas immédiatement. Il y a des peurs qui ont besoin de ta présence avant tes mots, qui te parlent à toi, pas au monde, qui demandent à être entendues de l'intérieur, pas partagées comme si elles étaient du contenu émotionnel en libre accès. L'erreur est de confondre vulnérabilité et négligence. Se montrer fragile ne te rend pas toujours plus fort. Parfois, cela te rend plus exposé, plus confus, encore plus fragile. Le stoïcisme enseigne que la peur n'est pas vaincue en criant qu'elle existe, mais en la confrontant avec clarté, discipline et direction. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais notre interprétation d'elles. Et cela inclut tes peurs. Si tu penses que tu dois les montrer pour les soulager, tu vivras piégé dans le besoin d'être compris. Mais si tu les observes comme faisant partie de ton travail intérieur, si tu les tiens avec respect et les transformes en action, alors elles cessent de te gouverner. Il y a une fausse croyance qui est devenue dangereuse, que parler de ce que tu ressens est toujours sain. Ce n'est pas le cas. Cela dépend à qui tu le dis, comment tu le dis et avec quelle intention tu le fais. Parce que si tu partages ta peur avec quelqu'un qui n'a pas la maturité émotionnelle pour la soutenir, ce que tu reçois en retour n'est pas un soulagement, c'est un jugement, c'est de l'indifférence, c'est un écho vide qui te renvoie plus de confusion. Et au lieu de guérir, tu te blesses davantage. C'est pourquoi ce point ne concerne pas le fait de se taire par honte, mais de se taire par sagesse. Comprendre qu'il y a des processus qui se vivent de l'intérieur, qui mûrissent en silence, qui ont besoin de temps et de soins avant de devenir une force. Tout comme tu n'ouvres pas une fleur de force, tu ne devrais pas te forcer à parler de tout quand tu es encore en train d'apprendre à le comprendre. La peur qui est travaillée en silence, sans hâte, devient un courage stable. La peur qui est partagée sans filtre finit souvent par nourrir l'insécurité. S'entraîner à cette forme d'auto-soin est une forme d'autodiscipline. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu ressens, mais de comment tu choisis de te rapporter à ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache ce que tu traverses. Tu n'as pas besoin que quelqu'un valide ce qui te fait mal. Parfois, ce dont tu as le plus besoin, c'est de te regarder en face, sans témoin, sans opinion extérieure, sans besoin d'applaudissements ni de compréhension. Juste toi, avec ta peur, et la volonté de ne pas fuir. N'oublie pas ceci, tes peurs ne te définissent pas, mais elles te forment. Et si tu sais les protéger dans leur phase la plus fragile, un jour tu te rendras compte qu'elles ne sont plus des peurs, mais des convictions. Elles ne sont plus des ombres, mais des chemins. Elles ne sont plus un poids, mais un élan. Alors la prochaine fois que tu ressens de la peur, ne la donne pas, ne la mets pas sur la table de celui qui ne te connaît pas. Ne l'utilise pas pour obtenir une attention momentanée. Prends-en soin, écoute-la, protège-la comme tu protèges quelque chose qui est encore en train de grandir. Parce que cette peur, bien travaillée, peut devenir ton plus grand pouvoir. Seulement si tu choisis de la traiter comme une graine et non comme un défaut qui doit être exposé. 4.
La cohérence se révèle en ton absence, pas dans ses paroles. Un miroir ne se définit pas par ce qu'il montre pendant que tu le regardes, mais par ce qu'il reflète quand tu n'es plus devant lui. Il en va de même pour les personnes. Les véritables intentions ne se révèlent pas dans ce qu'elles disent quand tu es près d'elles, mais dans ce qu'elles font quand elles pensent que tu ne les regardes pas. Parce que tout le monde peut être correct en ta présence. Ce qui est difficile, c'est de maintenir la cohérence quand il n'y a pas de témoin. Et c'est là que se mesure la vérité. Beaucoup tombent dans le piège du discours. Ils s'accrochent à des mots bien dits, à des promesses décorées, à des gestes aimables qui sonnent parfaitement, mais qui ne résistent pas à l'épreuve du temps ni de la distance. Parce que n'importe qui peut dire ce que tu crois vouloir entendre, mais seul celui qui est authentique agit de la même manière que tu sois là ou non. Les paroles sont emportées par le vent, les actions laissent des traces. Le stoïcisme ne croit pas aux apparences, il croit aux principes. Marc Aurèle a écrit que l'âme se renforce lorsqu'elle pratique la vertu sans besoin de reconnaissance. Et cela s'applique aussi aux relations, aux liens, à ceux que tu laisses entrer dans ton monde. Tu ne peux pas faire confiance à ce que quelqu'un dit de lui-même. Fais confiance à ce qu'il fait quand il n'a pas besoin de prétendre. C'est là que réside l'essence. Dans le comportement silencieux, pas dans les discours élaborés. Apprendre à observer cela nécessite une attention froide et un esprit entraîné. Cela nécessite de cesser de justifier l'injustifiable simplement parce que quelqu'un parle bien. Cela nécessite d'accepter que souvent les actions ne coïncident pas avec les paroles et d'avoir le courage de ne pas ignorer cette différence. Parce que l'ignorer est un acte d'auto-tromperie. C'est choisir de croire en une version idéalisée plutôt que de voir la vérité devant tes yeux. Ce point n'est pas une invitation à la méfiance paranoïaque, mais à la clarté. À ce que tu valorises plus ce que quelqu'un démontre que ce qu'il déclare. À ce que tu comprennes que la loyauté, le respect et l'intégrité n'ont pas besoin d'explication, ils se manifestent sans s'annoncer. Il n'est pas nécessaire de demander à quelqu'un d'agir avec droiture. Si cette personne te valorise vraiment, elle le fera sans que tu l'exiges. Et si elle ne le fait pas, peu importe combien de fois elle le dit, ce n'est tout simplement pas réel. Il faut aussi appliquer cela à soi-même. Vis-tu ce que tu prêches? Agis-tu de la même manière quand personne ne te regarde? Ta parole a-t-elle le même poids quand tu es seul que quand tu es entouré? L'autodiscipline n'est pas seulement se contenir, c'est rester ferme, même en l'absence de pression. C'est agir avec la même éthique dans l'invisible que dans le visible. Parce que c'est là que se construit le respect de soi. Pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu soutiens quand personne n'applaudit. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'amour, mais qui abandonnent. Qui parlent de respect, mais qui trahissent. Qui parlent de soutien, mais qui disparaissent. Et si tu continues à mesurer les gens par leurs paroles, tu continueras à te laisser emporter par des illusions. Apprends à lire ce qui n'est pas dit. Observe les silences, les habitudes, les réactions quand tu n'es pas d'accord. C'est dans ces moments que la vérité apparaît. La philosophie stoïcienne ne se nourrit pas de ce que les autres promettent. Elle se renforce dans ce que tu choisis de voir avec lucidité. Ne te laisse pas emporter par ce qui sonne bien. Ne reste pas là où il y a de l'incohérence. Et n'aie pas peur de t'éloigner, même si quelqu'un te jure qu'il te valorise. Si ce qu'il fait quand tu n'es pas là ne le confirme pas, alors ce n'est pas réel. Parce que dans un monde de masques, la véritable confiance se construit dans l'invisible. Et ta paix ne peut dépendre d'une performance, seulement des faits, seulement de la vérité. 5. Ne te justifie pas là où il n'y a pas de réciprocité émotionnelle. Se justifier sur un terrain stérile, c'est comme semer des fleurs dans du ciment. Peu importe combien tu essaies, rien n'y fleurira. Tu peux parler clairement, ouvrir ton âme, montrer tes intentions les plus pures, mais si de l'autre côté il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas un minimum d'empathie, tu ne feras que t'épuiser. Te justifier dans ces endroits, c'est comme crier dans le vide en attendant une réponse qui n'arrivera pas. Le besoin d'expliquer ce que tu ressens, ce que tu penses ou ce que tu décides naît souvent de la peur de perdre une connexion. Nous voulons que l'autre comprenne, qu'il reste, qu'il ne malinterprète pas, qu'il ne juge pas.
Mais il y a une vérité qui, aussi dure soit-elle, doit être acceptée. Tout le monde n'est pas prêt à te comprendre. Tout le monde ne veut pas le faire. Et tout le monde ne le mérite pas. Le stoïcisme ne cherche pas l'approbation, il cherche la clarté intérieure. Marc Aurèle a écrit qu'on doit se contenter d'être cohérent, pas d'être compris. Et cela s'applique directement ici. La validation externe est addictive, mais inutile si elle te coûte la paix, la dignité ou l'énergie émotionnelle. Se justifier trop dans un espace sans écoute est une forme d'auto-sabotage. C'est une blessure déguisée en bonne intention. C'est essayer de maintenir des liens avec des fils cassés. Celui qui ne t'écoute pas quand tu parles avec le cœur ne le fera pas non plus quand tu élèveras la voix. Celui qui ne ressent pas avec toi ne changera pas non plus parce que tu lui donnes des arguments. Tu peux remplir la conversation de logique, de sensibilité ou de vérité, mais si de l'autre côté il n'y a que désintérêt ou ego, tu vas te briser en essayant de sauver quelque chose qui ne dépend pas de toi. Tu n'es pas obligé d'expliquer ta façon d'aimer, ta façon de poser des limites, ta façon de prendre soin de toi. La réciprocité émotionnelle ne se demande pas, elle se reconnaît. Et si elle n'est pas là, la réponse n'est pas de parler plus, c'est de s'éloigner. Parce que quand tu donnes tout et qu'il n'y a pas d'écho, ce que tu fais, c'est te donner à un puits sans fond. Et ce n'est pas de la noblesse, c'est de la négligence. L'autodiscipline se manifeste aussi en sachant quand se taire, quand arrêter d'insister, quand se retirer sans drame, non pas par fierté, mais par respect de soi. Parce qu'il ne s'agit pas de convaincre quelqu'un de ta valeur, il s'agit de ne pas la rabaisser pour que les autres la comprennent. Si quelqu'un ne veut pas te voir clairement, même si tu t'expliques 1000 fois, il continuera à interpréter ce qui lui convient. Et si quelqu'un te respecte vraiment, il n'aura pas besoin que tu justifies chaque pas. Ne confonds pas la vulnérabilité avec l'exposition excessive. Ne confonds pas la clarté avec la surexplication. Tu peux parler avec honnêteté, mais cela ne signifie pas que tu dois donner chaque détail à celui qui n'a pas prouvé qu'il sait en prendre soin. La confiance se gagne. L'écoute est un acte de présence. Et si l'une de ces deux choses manque, tes mots sont gaspillés. Le stoïcien ne supplie pas pour être compris. Il s'exprime avec fermeté, et s'il n'y a pas de résonance, il continue son chemin. Parce que le but n'est pas d'être compris par tous, mais d'être fidèle à soi-même. Le respect ne se mendie pas. La connexion ne se force pas. La réciprocité ne se négocie pas. Si elle n'est pas là, tu ne restes pas. Si ça fait plus mal que ça n'apporte, tu ne le sauves pas. Et si ça te force à t'expliquer plus que ça ne te fait sentir en paix, tu n'en as pas besoin. Ton énergie émotionnelle est limitée. Ne la gaspille pas en essayant de convaincre celui qui ne veut pas t'accueillir avec le cœur ouvert. N'explique pas l'évident, n'insiste pas là où tu as déjà tout donné, ne te perds pas en essayant de faire en sorte que quelqu'un te trouve. Parce que celui qui est vraiment là ne te demande pas de t'expliquer. Il t'écoute, te voit et reste. En silence, mais présent. 6. Celui qui ne respecte pas ton silence ne mérite pas ta présence. Tu ne peux pas construire une forteresse au milieu d'une foule qui frappe à tes portes chaque fois que tu ne réponds pas. Ton esprit est un lieu sacré et tout le monde ne devrait pas y avoir libre accès. Il y a ceux qui, ne pouvant pas entrer, supposent le pire. Ils crient de l'extérieur, exigent des explications, frappent plus fort. Mais celui qui te comprend vraiment ne démolit pas la porte, il attend en silence. Parce qu'il sait que d'être proche ne signifie pas toujours parler, demander ou intervenir. Parfois, cela signifie simplement respecter l'espace sans l'envahir. Nous vivons dans un monde qui interprète la distance comme du mépris et le silence comme du désintérêt. Et c'est pourquoi tant de personnes se sentent obligées d'être disponibles tout le temps, comme si leur valeur dépendait de la rapidité avec laquelle elles répondent, de leur accessibilité, de leur visibilité constante. Mais le véritable respect commence lorsqu'une personne peut comprendre que parfois tu as besoin de te déconnecter pour te reconnecter avec toi-même, sans avoir à l'expliquer. Marc Aurèle a écrit que l'âme trouve le repos lorsqu'elle se retire en elle-même.
Il ne parlait pas de fuir, il parlait de se protéger, de retrouver des forces, de mettre de l'ordre dans le chaos interne avant de retourner dans le monde. Si des personnes dans ta vie ne comprennent pas cela, elles ne sont pas en train d'ajouter, elles sont en train de drainer. Parce que l'amour, l'amitié, le respect ne se mesurent pas par la fréquence des messages, ni par le besoin de parler sans arrêt. Ils se mesurent par la capacité d'être sans envahir. Entoure-toi seulement de ceux qui ne sont pas effrayés par ton silence, de ceux qui n'interprètent pas ta pause comme un abandon, de ceux qui ne t'exigent pas d'être là quand tu sais que tu as besoin d'un moment avec toi-même. Parce que si quelqu'un a besoin de ta présence constante pour se sentir en sécurité, il n'est pas avec toi. Il utilise ton énergie comme un calmant pour son anxiété. Et tu n'es pas ici pour soutenir les manques des autres. Tu es ici pour grandir, pour guérir, pour avancer avec ceux qui comprennent ce que cela implique. Tu n'es pas obligé de toujours répondre, d'être toujours là, de t'expliquer chaque fois que tu décides de garder le silence. La réciprocité émotionnelle n'est pas une présence constante, c'est une compréhension mutuelle. C'est cette sensation que tu peux partir un moment sans craindre que tout s'effondre. C'est savoir que l'autre n'a pas besoin d'envahir pour se sentir proche. C'est choisir des personnes qui, même sans mots, te soutiennent avec leur respect. Ce type de lien n'est pas courant, mais ils se reconnaissent. Ils se ressentent comme un souffle, pas comme un fardeau. Ce sont ces personnes qui ne te poussent pas à parler quand tu ne peux pas, qui ne sont pas offensées par ta distance, qui ne dramatisent pas ton besoin d'espace. Ils te le donnent, et en le faisant, ils te montrent que ton bien-être compte plus pour eux que leur ego. L'autodiscipline se reflète aussi dans tes liens, dans le choix de ceux avec qui tu partages ton énergie et de ceux que tu décides de garder à distance, non par haine, mais pour ta santé mentale. En reconnaissant que tous ceux qui t'aiment ne savent pas prendre soin de toi et que tous ceux qui restent ne le font pas par amour. Il y a des gens qui sont là seulement parce qu'ils ont besoin de quelque chose de toi, et si tu n'es pas là, ils s'impatientent, se fâchent, s'éloignent. Ce n'est pas de la connexion, c'est de la dépendance, de ceux qui savent que l'espace ne sépare pas, mais renforce. Sur ce chemin, le silence n'est pas une absence, c'est un soin. Et celui qui ne le respecte pas n'est pas prêt à être avec toi. Il te valorise, n'exige pas un accès total, juste une présence honnête. Et s'il sait rester sans envahir, sans interrompre ton processus, alors il mérite une place dans ta vie. Les autres, même s'ils parlent beaucoup, ne font que du bruit. 7. Vis depuis ton but, pas depuis le besoin d'approbation. Une boussole ne demande pas aux autres où aller. Elle ne doute pas, elle ne cherche pas d'applaudissements. Elle n'a pas besoin d'approbation pour indiquer le nord. Elle pointe simplement. Et tu devrais faire de même. Parce que dès que ta vie commence à tourner autour de ce que les autres attendent, de ce que les autres disent, de ce que les autres célèbrent ou critiquent, tu cesses d'être toi. Tu deviens une version construite pour plaire. Et c'est là que commence la perte la plus dangereuse, la perte d'identité. Le besoin d'approbation est une cage invisible. Personne ne t'oblige à y entrer. Mais une fois à l'intérieur, il est difficile d'en sortir. Parce que plus tu dépends de la compréhension, de la reconnaissance ou des applaudissements des autres, plus tu deviens petit. Ton but se déforme, tes décisions s'affaiblissent, ton énergie se fragmente en 1000 directions, essayant de satisfaire tout le monde sauf toi. Le stoïcisme te rappelle que ton devoir n'est pas de plaire, c'est d'agir avec vertu. Épictète le disait sans détour, si tu veux être libre, arrête de te soucier de ce que tu ne contrôles pas. Et il n'y a rien de moins contrôlable que les opinions des autres. Vivre en cherchant l'approbation est comme marcher dans des sables mouvants. Plus tu t'efforces de plaire, plus tu t'enfonces. Et quand tu t'en rends compte, tu ne sais plus qui tu es, ni ce que tu voulais. Ton but doit être la base sur laquelle tout le reste est construit. Et si ce but est ferme, réel, né de ton intérieur, tu n'as pas besoin de validation. Tu as besoin de discipline. Parce que l'important n'est pas que les autres te comprennent, c'est que tu te tiennes debout, même quand ils ne le font pas. Et cela n'est possible que lorsque tu cesses de te mouvoir pour des applaudissements et que tu commences à marcher par conviction. Ne confonds pas la connexion avec la dépendance émotionnelle.
Tu peux inspirer les autres sans te vendre. Tu peux partager sans te perdre. Tu peux être empathique sans devenir ce qu'ils attendent. Mais tout cela part d'une décision. Être fidèle à ce que tu es venu faire, pas aux attentes de ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour construire quelque chose qui a du sens, même si personne ne l'applaudit. Vivre depuis ton but signifie aussi accepter la solitude qui parfois l'accompagne. Parce que lorsque tu cesses de faire ce que les autres attendent, tu vas perdre des regards, de la compagnie, de la reconnaissance. Mais ce que tu perds à l'extérieur, tu le gagnes à l'intérieur. Tu deviens plus solide, plus clair, plus fort. Et avec le temps, cela commence à attirer ceux qui sont vraiment en phase avec toi, pas avec ton image superficielle. L'autodiscipline s'entraîne aussi ainsi, en disant non à ce qui sonne bien mais ne te sert pas, en t'éloignant de ce qui brille mais ne construit pas, en renonçant à ce qui plaît mais ne te représente pas. Parce que ta paix n'a pas de prix, et ta direction ne peut pas dépendre des applaudissements. Si aujourd'hui tu fais quelque chose et que personne ne le célèbre, mais que tu sais que cela est aligné avec tes valeurs, alors continue. Parce que c'est ce qui reste quand tout le reste disparaît, la certitude que tu as vécue depuis ta vérité. Celui qui vit pour plaire s'épuise. Celui qui vit depuis son but s'élargit. Tôt ou tard, la vie te met face à ce choix. Et seul toi peux le faire. Mais si tu choisis d'être une boussole, ne demande pas la permission d'avancer. Ne t'arrête pas à cause des critiques. Ne te trahis pas pour l'acceptation, parce que personne qui a fait quelque chose de grand ne l'a fait en cherchant l'approbation. Il l'a fait avec conviction, avec silence, avec résistance, et surtout avec une clarté qui ne se vend ni ne s'explique. Elle se vit, elle se défend, elle s'honore. 8. Ton énergie émotionnelle est sacrée. Ne la donne pas à n'importe qui. Tu ne laisses pas les portes de ta maison ouvertes pour que n'importe qui entre, prenne des choses, salisse, critique ou s'installe à vivre sans permission. Mais tu le fais avec ton énergie, tu le fais avec ton esprit, tu le fais avec ta paix intérieure. Et cela a un coût. Parce que chaque conversation qui te vide, chaque relation qui exige sans donner, chaque pensée que tu ne filtres pas, s'infiltre comme un intrus qui vole sans que tu t'en rendes compte. Et à la fin de la journée, tu ne comprends pas pourquoi tu es épuisé, confus ou frustré. C'est simple, tu as laissé entrer celui qui ne devait pas. Ton énergie émotionnelle est la chose la plus précieuse que tu as. De cela dépend ta clarté, ta discipline, ton focus, ta paix. Si tu ne la protèges pas, tout devient désordonné. Le bruit t'envahit. Les doutes grandissent. Le but se dilue. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de moins d'usure. Tu n'as pas besoin de plus de personnes. Tu as besoin de plus de filtres. Tu n'as pas besoin de donner plus. Tu as besoin d'arrêter de donner ce qu'on ne te rend pas. Le stoïcisme ne concerne pas seulement la résistance à la douleur. Il s'agit de choisir consciemment ce que tu permets de t'affecter. Marc Aurèle a écrit: tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Cette force naît lorsque tu décides que ton monde intérieur n'est pas un lieu public. Lorsque tu fais de toi un territoire sacré, où n'entre que ce qui nourrit, ce qui ajoute, ce qui honore ton processus. Laisser n'importe qui donner son avis sur ta vie, écouter tes peurs, influencer tes décisions ou affecter ton état émotionnel. C'est comme vivre sans porte. Le résultat est toujours le même. Insécurité, chaos, perte de direction. C'est pourquoi ce point ne concerne pas l'égoïsme, il concerne la souveraineté. Tu n'es pas là pour distribuer ton énergie comme si elle n'avait pas de valeur. Tu es là pour l'utiliser avec intention, avec présence, avec respect. Pas pour les autres, pour toi. Ton énergie émotionnelle n'est pas un prix de consolation. Ce n'est pas quelque chose qui se gagne par pitié, insistance ou manipulation. C'est quelque chose qui se partage avec conscience, avec équilibre, avec réciprocité. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites, il ne mérite pas ton ouverture. Si quelqu'un n'apparaît que pour te vider, il ne mérite pas ton attention.
Si quelqu'un te demande plus qu'il n'offre, il n'est pas avec toi. Il utilise seulement ta présence comme une béquille pour ne pas tomber. Cette clôture n'est pas un avertissement, c'est une décision. Soit tu fais de ton intérieur un espace sacré, soit tu continues à ouvrir des portes à ceux qui ne savent pas et ne veulent pas prendre soin de toi. Et ce qui n'est pas soigné se brise. Ce qui n'est pas protégé se contamine. Ce qui n'est pas honoré s'use. C'est à toi de décider si tu continues à donner ce que tu as de plus précieux, ou si, à partir de maintenant, chaque mot, chaque moment, chaque lien passe d'abord par un filtre qui dit « Est-ce que cela m'élève ou m'éteint ?» La maîtrise émotionnelle n'est pas l'absence de sensibilité, c'est la présence de discernement. Il ne s'agit pas de te fermer, il s'agit de choisir. Il ne s'agit pas de vivre avec peur, il s'agit de vivre avec ordre. Il ne s'agit pas que personne n'entre, il s'agit que n'entre que celui qui sait être sans détruire. Ce scénario n'a pas été un guide pour te transformer en quelqu'un de dur. C'était un rappel pour revenir à toi, à ton essence, à ton centre, à ta vérité. Et si tu dois emporter quelque chose de tout cela, que ce soit ceci, ton histoire, ton silence, tes peurs, tes décisions, ton but et ton énergie ne sont pas faits pour n'importe qui. Ils sont faits pour ceux qui savent les apprécier, pas pour ceux qui les consomment. À partir d'aujourd'hui, que personne n'entre sans frapper, que personne ne reste sans le mériter, que personne ne te détourne de toi simplement parce qu'il ne savait pas rester, parce que tu n'es pas là pour t'expliquer. Tu es là pour vivre avec force, avec clarté et avec respect pour ce que tu es. Et cela commence maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, arrête d'attendre. Personne ne viendra te sauver. Personne ne frappera à ta porte pour te dire que c'est ton moment. Soit tu te lèves aujourd'hui, soit tu continues à repousser ta vie. C'est aussi simple que ça. Tu veux que ta vie change? Alors prépare-toi à être mal à l'aise, parce que rien ne pousse dans le confort. L'autodiscipline n'est pas belle, elle n'est pas motivante, elle n'est pas facile. Mais c'est l'arme la plus puissante que tu as pour briser la médiocrité. Ton esprit est comme un champ non cultivé. Si tu ne le travailles pas constamment, des mauvaises herbes vont pousser, des doutes, de la paresse, des excuses. Mais si tu le laboures tous les jours, même sans envie, ce terrain devient ton temple. Et là, dans cet endroit intérieur, naît la véritable transformation. Cette vidéo n'est pas faite pour te divertir, elle est faite pour te réveiller. Nous allons parler de leçons stoïciennes que tu peux appliquer dans ta vie aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu te sens prêt, aujourd'hui. Parce que si tu continues à attendre de te sentir prêt, tu vas voir ta vie passer comme du sable entre tes doigts. Prépare-toi à entendre des vérités qui font mal, mais qui transforment. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne comprendras pas seulement pourquoi tu as été freiné, mais comment briser ces chaînes, une fois pour toutes. Commençons. 1. Avance sans garantie. C'est ainsi que l'on commence. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque tu décides de les pousser sans avoir la clé. La plupart des gens restent devant elles en attendant de se sentir prêts. Comme si un jour, la vie, par magie, leur donnait la permission d'avancer. Mais la vérité est autre. La vérité est que tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Tu n'auras jamais tout sous contrôle. Et si tu continues à attendre que la peur disparaisse pour commencer, tu verras les années passer alors que tu te racontes la même histoire encore et encore. L'action ne naît pas de la motivation, elle naît de la décision. L'esprit veut des garanties, du confort, des signes clairs que tout ira bien. Mais la vraie croissance commence lorsque tu fais ce que tu sais que tu dois faire, même si tu ne te sens pas à la hauteur, même si ton corps tremble, même si le doute te chuchote à l'oreille que ce n'est pas encore ton moment. C'est alors que tu cesses d'être spectateur de ta vie et que tu en deviens le protagoniste. Parce qu'agir sans se sentir prêt est un acte de courage brutal. C'est un cri silencieux qui dit « Je n'ai pas besoin de certitude, j'ai besoin d'avancer. »
Marc Aurèle disait que nous ne devons pas perdre plus de temps à débattre de ce qu'un bon être humain devrait être. Il faut simplement l'être, et cela se traduit par l'action. Parce qu'au fond, tu sais déjà ce que tu dois faire, tu sais ce que tu remets à plus tard, tu sais quelle conversation tu as évité, tu sais quelle habitude tu as besoin de construire, et pourtant, tu t'arrêtes. Pourquoi ? Parce que tu attends de ne plus avoir peur, tu attends que tout s'emboîte parfaitement, mais ce moment n'arrivera jamais. Jamais. Plus tu attends, plus la résistance devient forte, plus cette voix qui te dit que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de temps, de plus de préparation, de plus de validation externe, grandit. Et pendant ce temps, la vie continue, les jours s'échappent, les opportunités n'attendent pas. Parce que la vie ne s'adapte pas à ton insécurité, tu dois apprendre à agir malgré elle. L'autodiscipline commence juste là, à ce moment inconfortable où tout en toi veut éviter de faire le pas, mais tu le fais quand même. Ce n'est pas héroïque, ce n'est pas glamour, c'est brutal. Mais c'est le seul chemin qui te mène à construire une vie qui a du sens. Parce qu'à chaque fois que tu choisis d'agir sans te sentir prêt, tu renforces ton caractère, ta résilience, ta capacité à avoir confiance en toi, pas en tes émotions changeantes. Et cela vaut plus que n'importe quelle motivation de 5 minutes. Tu n'as pas besoin d'être à ton meilleur pour commencer. Tu dois commencer pour devenir ta meilleure version. Parce que chaque pas, même maladroit, te sort de l'endroit où tu es coincé. La pire erreur que tu peux faire est de croire que tu as besoin d'être éclairé pour bouger. Non. Ce dont tu as besoin, c'est de bouger pour allumer ta propre lumière. Fais-le en tremblant, fais-le avec peur, fais-le plein de doutes, mais fais-le, parce que personne ne va te donner la permission de vivre ta vie. Cette permission, tu dois te la donner. Et plus tôt tu le feras, plus tôt tu découvriras que ce n'était jamais une question d'être prêt. C'était une question d'avoir le courage de faire le premier pas, sans garantie. Commente cette phrase si tu es sérieux. Je n'ai pas besoin d'être prêt, j'ai besoin d'avancer, parce que l'écrire est ton premier acte d'engagement. Et à partir de là, il n'y a pas de retour en arrière. 2. Discipline-toi quand tu en as le moins envie, c'est là que tu te transformes. Le feu qui forge l'acier ne demande pas si le métal est prêt. Il le frappe simplement. C'est ainsi que fonctionne la vie. Elle ne te demande pas si tu as envie, si tu te sens motivé, si tu es d'humeur à avancer. La vie te frappe de toute façon. Et si tu n'agis que quand tu en as envie, alors tu ne forges rien. Tu attends que la réalité s'adapte à ta paresse émotionnelle. Et cela ne va jamais arriver. Il y a des gens qui passent des semaines, des mois, des années à attendre que le désir apparaisse, comme si la volonté était une visite qui arrive quand elle le veut. Mais le secret n'est pas d'attendre. Le secret est de bouger même si tout en toi dit pas aujourd'hui, parce que ces jours sont ceux qui définissent ton destin. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même avec le corps épuisé et l'esprit embrouillé, c'est là que tu avances vraiment. Pas quand tu te sens inspiré, mais quand tu n'as pas une once d'énergie et que tu te lèves quand même. Sénèque disait que la volonté doit être entraînée comme les muscles. Et cela signifie agir même si cela ne te plaît pas, même si ton esprit essaie de négocier avec toi, même si ton corps demande du repos. Parce que si tu ne t'entraînes que quand tu te sens bien, alors tu n'entraînes pas ta volonté, tu te fais plaisir. Et personne ne se construit à partir du confort. Les gens forts ne le sont pas parce qu'ils ont toujours de l'énergie. Ils le sont parce qu'ils ont appris à agir sans en dépendre. Ils ont appris à se lever quand tout pesait, à accomplir même si personne ne les applaudissait, à se pousser même quand tout ce qu'ils voulaient s'était abandonné. C'est le niveau auquel tu dois aspirer si tu veux vraiment une vie différente. Parce que ce qui est construit sans envie a plus de valeur que ce qui est fait sous une vague de motivation passagère. Agir sans envie est ta plus grande façon de montrer ton engagement. Cela signifie que ce que tu construis va au-delà de ton état émotionnel. Cela signifie que ta vision pèse plus que ton confort. Et cela se voit, pas seulement dans tes résultats, mais aussi dans la façon dont tu commences à te voir toi-même. Parce que réaliser sans envie renforce ton identité. Cela renforce l'idée que tu peux avoir confiance en toi,
que ta parole est solide, que tu n'as pas besoin de te sentir incroyable pour agir comme quelqu'un d'insurmontable. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés en justifiant chaque pas qu'ils n'ont pas fait. Les premiers le font quand même s'ils n'en ont pas envie, parce qu'ils savent que bouger génère de l'énergie, parce qu'ils comprennent qu'après l'action vient l'élan, pas l'inverse. Si tu veux avoir envie, commence, aussi simple que ça, pas l'inverse. Tu n'es pas ici pour être une personne moyenne qui ne bouge que quand la vie lui sourit. Tu es ici pour faire ce qu'il faut faire, même quand il n'y a pas d'applaudissements, quand personne ne le remarque, quand tu n'es même pas motivé. Parce que c'est là que le caractère s'entraîne. C'est là que naît la vraie différence. Commande cette phrase si tu en as marre de dépendre de ton humeur. La discipline commande, pas mes envies. Et souviens-toi de cela chaque fois que la paresse te parle doucement. Parce que tu n'es pas venu pour négocier avec elle, tu es venu pour la vaincre. 3. Fais du silence ton refuge, pas ta punition. Le silence est comme une pièce sans fenêtre, inconfortable au début, étouffant pour ceux qui sont habitués au bruit, mais nécessaire si tu veux vraiment commencer à t'écouter. La plupart des gens craignent le silence, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il révèle tout ce qu'ils ont évité. Dans le bruit se cachent les doutes, les frustrations, les vides non résolus. Mais dans le silence, tout cela apparaît sans filtre. C'est pourquoi tant de gens le fuient. Le monde crie, les réseaux crient, ton environnement crie, tout le monde veut ton attention, ta réaction, ta réponse rapide. Mais tu ne peux pas être fort si tu n'apprends pas à être calme. Tu ne peux pas grandir si tu ne sais pas écouter ce que ton esprit évite. Et tu ne peux pas prendre de bonnes décisions si tu es constamment distrait, bombardé, saturé. L'esprit a besoin d'espace propre pour penser, tout comme un muscle a besoin de repos pour grandir. Le silence est cet espace. Marc Aurèle le savait. C'est pourquoi il écrivait pour lui-même, réfléchissant en solitude, loin des foules. Il ne cherchait pas à avoir raison devant le monde, il cherchait à avoir de la clarté avec lui-même, parce que celui qui vit en réagissant à tout perd le contrôle. Et quand tu perds le contrôle de ton focus, tu perds le contrôle de ta vie. Le silence n'est pas un retrait, c'est une stratégie, c'est une force interne, c'est la maîtrise. Parce que dans le silence, tes pensées sont filtrées. Tu découvres lesquelles sont les tiennes et lesquelles ont été insérées sans que tu t'en rendes compte. Tu commences à remarquer ce qui te motive et ce qui te manipule seulement. Il n'y a pas de clarté mentale si tu ne te donnes pas l'espace pour t'observer. Et cela s'entraîne. C'est un choix. C'est construit tous les jours. Être en silence ne signifie pas éteindre le monde. Cela signifie arrêter de dépendre de lui. Cela signifie ne pas avoir à donner ton opinion tout le temps. Ne pas avoir à prouver quoi que ce soit. Ne pas avoir à remplir chaque espace avec des mots vides juste pour s'intégrer. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de bruit pour te sentir vivant. Tu as besoin de focus, de direction et de conscience. Et cela n'apparaît que dans le silence. Pratique-le. Ne réagis pas à tout. Ne réponds pas à chaque provocation. Ne remplis pas tes espaces avec des choses qui ne font que te distraire. Apprends à rester avec toi-même, sans fuir, sans chercher à échapper. Parce que si tu ne peux pas être en paix seul, tu seras toujours esclave de l'extérieur. Tu auras toujours besoin de quelqu'un, de quelque chose ou de quelque stimulus pour te sentir bien. Et cette dépendance est une cage invisible. Le silence est un maître brutal. Il te montre tes points faibles sans fioriture. Il te confronte à ce que tu as évité. Mais il te donne aussi du pouvoir. Parce que de là, tu peux voir plus clairement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu tolères et que tu ne devrais plus, et ce que tu laisses passer par peur de faire face à tes propres vérités. Ce monde est fait pour te distraire, pour te garder occupé, dispersé, sans direction. Mais si tu choisis le silence comme outil quotidien, tu commences à prendre le contrôle. Parce que celui qui maîtrise son esprit dans le silence, maîtrise ses actions dans le bruit. Et c'est ce dont tu as besoin si tu veux une vie avec un but. Pas plus de bruit, pas plus d'évasion, plus de présence, plus de conscience, plus d'intention. Commande cette phrase si tu vas commencer à t'écouter sérieusement.
Le silence ne me fait pas peur, il me révèle, c'est l'état d'esprit. N'aie pas peur d'être avec toi-même. Crains de te perdre parce que tu ne t'es jamais écouté. 4. Réfléchis avec une brutalité honnête. Un miroir propre ne te flatte pas, il te montre. Il ne dissimule pas tes cicatrices, il ne te donne pas de belles paroles, il ne te ment pas. Il te reflète simplement tel que tu es. C'est le genre de miroir que tu dois mettre devant ton esprit tous les jours. Un qui ne maquille pas tes excuses, qui ne déguise pas tes peurs, qui ne sucre pas la vérité. Parce que ce n'est que lorsque tu te vois sans filtre que tu peux vraiment commencer à changer. La plupart des gens ne progressent pas par manque de talent, mais par excès d'auto-tromperie. Ils se répètent des phrases creuses pour justifier leur médiocrité. Ils se convainquent qu'ils font de leur mieux, alors qu'en réalité, ils font ce qui leur est confortable. Ils se racontent des histoires dans lesquelles ils sont toujours les victimes, toujours ceux qui font ce qu'ils peuvent, toujours ceux qui n'ont pas le choix. Mais si tu veux transformer ta vie, tu dois détruire ces histoires, avec force, sans pitié. Sénèque disait que la vérité est amère, mais c'est un médicament. Et il n'y a pas de meilleur antidote contre la médiocrité qu'une réflexion brutalement honnête. Il ne s'agit pas de te torturer ou de te noyer dans la culpabilité. Il s'agit de te regarder dans les yeux sans déguisement, de te demander quelle partie de moi sabote ma progression. Quelles vérités inconfortables ai-je évitées par peur de me sentir exposé? Quelles excuses utilisais-je pour dormir tranquille alors que je sais que je ne donne pas le meilleur de moi? L'esprit est expert en justification. Il s'adapte, il s'accommode, il devient maître à trouver des explications qui allègent le poids de ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Mais tu n'es pas ici pour te justifier. Tu es ici pour te briser de l'intérieur si nécessaire, afin de te reconstruire à partir de la vérité. Parce que lorsque tu te confrontes à toi-même sans anesthésie, tu découvres l'origine de tes chaînes. Et si tu connais l'origine, tu peux commencer à les briser. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de plus de vérité. Une qui dérange, une qui fait mal, une qui te force à arrêter de te mentir chaque fois que tu ne respectes pas ce que tu as dit que tu ferais. Et cette vérité n'apparaît que lorsque tu t'assois avec toi-même et poses des questions que tu ne veux pas répondre. Non pas pour te blâmer, mais pour te réveiller. Parce que personne ne change à partir du mensonge. Le vrai changement commence par un choc interne, un qui te force à arrêter de prétendre que tu avances alors qu'en réalité, tu tournes en rond. La réflexion stoïcienne n'est pas une contemplation douce, c'est une confrontation. Marc Aurèle n'écrivait pas pour se consoler, il écrivait pour se corriger. Chaque mot dans ses méditations était un coup de lucidité, un rappel qu'il n'y a pas de temps pour vivre à moitié, que nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à repousser la vérité que nous devons entendre, et toi non plus. Réfléchis sans fioriture, demande-toi ce que tu permets qui te retient. Quel comportement répètes-tu en sachant qu'il te ruine? Quelle version de toi nourris-tu chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'engagement? Et réponds sans détour, parce que dans cette réponse crue se trouve la graine de ta transformation. Commande cette phrase si tu es prêt à te regarder sans mensonge. Je préfère l'inconfort de la vérité à la tranquillité d'un mensonge. Que ta réflexion soit aussi brutale que nécessaire. Parce que personne ne se transforme sans passer d'abord par le tranchant de sa propre honnêteté. 5. Traite-toi comme ton plus grand projet, parce que tu l'es. Un bâtiment ne s'effondre pas du jour au lendemain. D'abord, des fissures invisibles apparaissent, de petites fissures que personne ne remarque. Puis, la structure devient fragile, jusqu'à ce qu'elle s'effondre finalement. C'est ce qui se passe avec toi lorsque tu passes des années à t'ignorer, à te négliger, à t'oublier. Ton esprit s'oxyde, ton corps s'affaiblit, ta volonté s'endort. Mais si tu construis avec vision, si tu renforces les fondations chaque jour, tu deviens inébranlable. C'est pourquoi tu dois te traiter comme un projet de très grande valeur, parce que tu l'es. Et si tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras quand tu te verras épuisé, frustré, sans direction, te demandant à quel moment tu t'es tant négligé. La plupart des gens investissent du temps, de l'argent et de l'énergie dans ce qui est visible. Les vêtements,
les apparences, la validation, les plaisirs éphémères. Mais ce qui compte vraiment, ce qui définit la qualité de ta vie, se trouve dans ce qui n'est pas visible. Ta discipline, tes habitudes, ta paix intérieure, ta clarté. Tu ne peux pas acheter ça. Tu le construis. Et pour cela, tu dois changer la façon dont tu te traites. Tu n'es pas un corps qu'il faut simplement habiller et nourrir. Tu es un esprit qui a besoin de concentration, un cœur qui a besoin de fermeté et une volonté qui a besoin d'être entraînée tous les jours. Marc Aurèle le disait sans détour. Ton âme devient ce à quoi tu penses toute la journée. Alors, dans quoi investis-tu ton attention? Quel type de pensée nourris-tu? Combien d'heures offres-tu à l'inutile tout en remettant à plus tard tout ce qui te ferait grandir? Voilà la réflexion qui compte. Parce que le temps que tu n'investis pas en toi se transforme en dette avec ton futur. Chaque jour que tu passes sans nourrir ton esprit, sans bouger ton corps, sans organiser tes idées, tu laisses au lendemain un fardeau qu'il ne méritait pas. Ton corps n'est pas un ornement, c'est un outil. Ton esprit n'est pas une boîte d'excuses, c'est un champ d'entraînement. Ton temps n'est pas un résidu, c'est ton capital le plus précieux. Et si tu te valorises vraiment, tu le démontres par ce que tu fais avec cela. Tu prends soin de toi non par vanité, mais par respect. Tu apprends non pour impressionner, mais pour t'étendre. Tu te disciplines non par obligation, mais parce que tu comprends que le monde ne te donnera pas plus que ce que tu es prêt à construire toi-même. Investir en toi n'est pas un acte égoïste, c'est un acte stratégique, parce que plus tu es fort, plus ton impact est fort. Quand tu es concentré, quand tu es en forme, quand tu penses clairement, tout ce que tu fais s'améliore. Tes relations, tes décisions, tes résultats, et cela ne se produit pas par accident. Cela se produit lorsque tu arrêtes de vivre en mode automatique et que tu te traites comme l'actif le plus important de ta vie. Tu n'as pas besoin d'argent pour commencer à investir en toi. Tu as besoin de décisions. Tu peux lire un livre au lieu de passer une autre heure sur les réseaux sociaux. Tu peux t'entraîner avec ce que tu as à la maison. Tu peux mieux manger avec ce que tu as déjà dans le réfrigérateur. Tu peux méditer en silence sans dépenser un centime. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus de ressources, c'est plus d'engagement. Commente cette phrase si tu es prêt à te prendre au sérieux. Je suis mon plus grand investissement et je ne compte pas me gaspiller. Cette mentalité change tout, parce que quand tu te traites avec respect, le monde commence à le faire aussi. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. 6. Ce que tu remets à plus tard aujourd'hui te lie demain. Un couteau émoussé n'est pas moins dangereux simplement parce qu'il ne coupe pas aujourd'hui. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui te blesse demain. Ce que tu repousses pourri, s'accumule, devient un fardeau. Et tu le sais. En toi, il y a une liste de choses à faire qui ne s'efface pas, même si tu l'ignores. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais si bien que tu le répètes dans ta tête chaque nuit avant de dormir. Mais tu le laisses pour plus tard, comme si le temps était infini, comme si tu avais la garantie qu'il y aura un après. La procrastination est un piège élégant, déguisé en prudence, en stratégie, en quand je serai prêt. Mais en réalité, c'est de la peur. C'est un manque de direction, c'est l'excuse qui détruit le plus parce qu'elle semble raisonnable, mais elle tue lentement. Et plus tu le fais, plus il est facile de le répéter. Parce que lorsque tu t'habitues à repousser l'essentiel, ta parole commence à perdre de sa valeur. Tu ne te fais plus confiance. Tu dis que tu vas faire quelque chose, mais tu ne te crois même pas toi-même. Épictète parlait clairement. Ne dis pas que tu vas être discipliné, sois-le. Ne dis pas que tu vas changer, commence maintenant. Parce que le monde ne répond pas à tes intentions, il répond à tes actions. Et c'est ce que la plupart des gens oublient. Ils pensent que penser beaucoup à quelque chose est équivalent à le faire. Mais penser ne déplace rien si cela n'est pas accompagné d'action. Et le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu ne le fais pas. Remettre à plus tard ce que tu sais que tu dois faire est une forme lente d'auto-sabotage. C'est comme avoir la solution dans la main et la laisser tomber par commodité. C'est vivre en sachant que tu peux faire plus, mais en choisissant moins.
non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu préfères le plaisir éphémère d'éviter l'inconfort plutôt que le bénéfice durable de l'affronter. Tu as des tâches en attente qui te feraient grandir. Des conversations difficiles qui guériraient des blessures, des habitudes qui changeraient ton corps et ton esprit, des projets qui transformeraient ta réalité. Mais tu continues à tout repousser en espérant qu'un jour tu te lèveras avec l'énergie parfaite et le contexte idéal. Ce jour n'arrivera pas. L'idéal n'existe pas. Il existe ce que tu fais avec ce que tu as. Chaque fois que tu choisis de repousser, tu entraînes ton cerveau à associer l'inconfort à la paralysie. Tu lui apprends qu'il peut éviter l'important sans conséquences immédiates. Et même si tu ne le remarques pas tout de suite, cela te coûte cher. Cela te coûte de la concentration. Cela te coûte du progrès. Cela te coûte du respect de soi. Parce que lorsque tu sais ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, tu commences à perdre de l'admiration pour toi-même. Et cela se voit dans ta façon de marcher, de parler, de te regarder dans le miroir. Brise ce cycle. N'y pense plus. Ne cherche pas le bon sentiment. Cherche le moment présent et utilise-le. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras probablement jamais. Et chaque jour où tu répètes le schéma de la remise à plus tard, tu renforces une identité faible. Une identité qui se cache, qui repousse, qui abandonne avant de commencer. Tu ne veux pas de ça. Tu n'es pas venu dans cette vie pour regarder depuis la rive. Commente cette phrase si tu es prêt à arrêter de fuir ce que tu sais que tu dois faire. Je commence aujourd'hui, pas quand j'en aurai envie. C'est la décision qui divise ton histoire en deux. Parce que tout ce que tu cherches de l'autre côté commence lorsque tu fais enfin ce que tu as évité pendant trop longtemps. 7. Le temps n'attend pas, et toi non plus tu ne devrais pas. Le sable de l'horloge ne fait pas de bruit, mais il ne s'arrête pas. Les grains tombent un à un sans pause, sans avertissement, sans permission. C'est ainsi que passe ta vie. Tu n'as pas besoin que le temps te crie pour savoir qu'il s'en va. Mais le problème est que nous ne le ressentons pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à tomber. Vivre avec urgence ne signifie pas courir comme si le monde allait se terminer demain. Cela signifie comprendre que chaque jour perdu ne revient pas et que chaque jour vécu avec intention te rapproche d'une version de toi plus solide, plus éveillée, plus vivante. Il y a ceux qui vivent dans la hâte, écrasant tout, brûlant de l'énergie dans 1000 directions sans but. Ils vivent pressés, saturés, épuisés, mais ils n'avancent pas. Ils courent sans direction. Ils remplissent leur agenda de choses vides, juste pour se sentir qu'ils font quelque chose, quand en réalité, l'essentiel est remis à plus tard. Ce n'est pas de l'urgence, c'est du désordre, c'est du bruit déguisé en action. L'urgence véritable est stratégique, elle est silencieuse, elle est concentrée. C'est savoir que la vie est limitée et que le temps ne va pas t'attendre pour que tu décides de te réveiller. Sénèque a écrit que le temps que nous avons n'est pas court, mais que nous le gaspillons. Et il avait raison. Parce que la journée a les mêmes 24 heures pour tout le monde, mais tout le monde ne les utilise pas avec la même clarté. Certains les gaspillent en distraction, plainte, comparaison. D'autres les transforment en progrès, apprentissage, discipline. La différence n'est pas dans le temps, elle est dans l'urgence avec laquelle tu décides de vivre. Vivre avec urgence, c'est se lever chaque jour avec un objectif clair. C'est comprendre que le plus tard n'est pas garanti, que la vie change en une seconde, que la procrastination est de l'arrogance déguisée. Croire que tu auras toujours plus d'opportunités, c'est vivre endormi. L'urgence est un engagement envers l'essentiel. Ce n'est pas de l'accélération sans contrôle, c'est choisir avec précision, c'est savoir dire non, c'est bouger vite quand il le faut, mais aussi rester immobile quand c'est la bonne chose à faire. Ne pas confondre mouvement avec direction, ne pas confondre occupation avec réel progrès. Tu sais qu'il y a des choses qui ne peuvent plus attendre, des changements que tu aurais déjà dû faire, des décisions que tu as reportées avec des excuses, des situations qui restent stagnantes parce que tu n'as pas eu le courage de bouger. Mais tu continues à te justifier. Tu continues à dire que quand tu auras le temps, quand tout sera plus clair, quand tu te sentiras prêt. Mais le temps ne demande pas,
il ne négocie pas, il ne te donne pas de marge. Et si tu ne commences pas à traiter ta vie comme quelque chose d'urgent, tu finiras par regretter tout ce que tu n'as pas fait quand tu le pouvais. L'urgence n'est pas de l'anxiété, c'est la présence, c'est la concentration, c'est avoir une clarté sur ce qui compte vraiment et vivre avec la détermination de celui qui sait qu'il ne peut pas se permettre de se perdre dans le bruit. Parce que tu n'es pas venu pour survivre au jour, tu es venu pour les dominer. Et tu ne le fais que lorsque tu arrêtes de reporter ce qui compte pour ce qui ne fait que divertir. Commente cette phrase si tu vas commencer à vivre comme si ton temps valait plus que de l'or. Je ne cours pas, j'agis avec urgence. Parce que ceux qui vivent avec urgence n'ont pas besoin de courir. Ils ont juste besoin de clarté, de discipline et d'un esprit qui ne négocie plus avec la médiocrité. C'est là que commence la vraie différence. 8. Fais de toi ta priorité quotidienne. Tu ne peux pas construire une vie forte si tu es toujours le dernier sur ta liste. Tu ne peux pas atteindre ton potentiel si chaque jour tu te mets en pause pour les autres, pour des choses, pour des tâches en suspens qui ne te transforment pas. Et tu ne peux pas te plaindre de ne pas avancer si tu t'abandonnes chaque matin. Fais de toi une priorité où tu verras comment le monde te met en arrière-plan sans hésiter. Car la vérité est celle-ci, personne ne va te valoriser plus que tu ne te valorises. Personne ne va prendre soin de toi plus que tu ne prends soin de toi. Et personne ne va se battre pour ton bien-être si tu ne le fais pas d'abord. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit de respect de soi. Il s'agit de comprendre que si tu vas bien, tout le reste s'améliore. Tes relations deviennent plus saines, tes décisions plus fermes, ton énergie plus concentrée. Mais si tu es épuisé, sans clarté, sans force, tout devient chaotique. Tout donner aux autres sans rien te donner à toi est une forme élégante d'autodestruction. Et la plupart le font, parce qu'on nous a appris que se sacrifier est synonyme d'humilité, que mettre tout le monde avant soi est une vertu. Mais la réalité est différente, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et si tu ne te donnes pas la priorité, tu finis par être vide, frustré, rancunier. Marc Aurèle le disait crûment, « Prends soin de ton esprit plus que de toute autre chose, car c'est là que réside ta vie. » Et prendre soin de ton esprit commence par une décision quotidienne, te placer au centre de ton chemin. Non pas comme quelqu'un de parfait, mais comme quelqu'un qui est prêt à prendre ses responsabilités. Personne ne le fera pour toi. Personne ne te sortira du lit. Personne ne construira ta discipline. Personne ne te guérira si tu continues à choisir de t'ignorer. Il n'y a pas d'aide extérieure qui puisse remplacer l'engagement interne. Ta routine doit tourner autour de toi, pas de ce que le monde attend. Ton énergie doit aller d'abord à ce qui te renforce. Ton attention doit être sur ce qui t'élève, pas sur ce qui te distrait ou te divertit. Parce que le prix de vivre toujours pour les autres est élevé. Tu perds ton essence, tu perds ta voix, tu perds le contrôle de ta vie. Et cela, tôt ou tard, se paye. Fais de toi ta priorité quotidienne sans culpabilité, sans justification, sans peur du jugement. Les personnes qui te respectent le comprendront. Celles qui s'éloignent à cause de cela ne t'ont jamais vraiment valorisé. Ton temps est limité, ton énergie est finie. Tu ne peux pas continuer à la donner à tout ce qui te draine et à laisser pour la fin tout ce qui te construit. Décide aujourd'hui d'arrêter de mendier de l'attention et de commencer à te donner de la présence. Arrête de te sacrifier. Arrête d'éteindre ton feu pour allumer celui des autres. Tu mérites aussi ton espace, ton attention, ta discipline. Ce n'est pas que tu te places au-dessus de personne, c'est que tu te places enfin au même niveau que tu donnes. Que tu ne t'oublies pas dans le processus de prendre soin des autres. Que tu ne te sacrifies pas au point de te briser. Parce que si tu te soutiens, tu peux soutenir. Si tu te renforces, tu peux inspirer. Si tu te mets en ordre, tout autour de toi commence à s'aligner. Commente cette phrase si tu es prêt à prendre les commandes de ta vie. Ma priorité, c'est moi. Parce que sans moi, rien ne fonctionne. C'est la vérité que beaucoup évitent, mais dont tout le monde a besoin. Parce que quand tu te choisis chaque jour, tout le reste se met en place. Et si ça ne se met pas en place, ça ne te fait plus mal de le perdre.
parce que tu te tiens. Et ça, quand c'est réel, ça change tout. C'est la liberté la plus puissante qui existe. Vivre en cohérence avec toi-même, sans excuses, sans peur, sans te trahir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez. La plupart des gens ne se démarquent pas parce qu'ils écrivent comme s'ils ne voulaient pas être rappelés. Dans un monde où des millions disent la même chose, tu ne peux pas te permettre d'être un de plus. Et pourtant, tu l'es. Parce que tu commences par un bonjour vide, comme si cela suffisait pour provoquer quelque chose, comme si nous n'avions pas déjà assez avec les notifications, les messages sans âme et les conversations qui ne laissent aucune trace. Aujourd'hui, personne n'a le temps de lire ce qui ne génère rien. Les gens ne répondent pas parce que ton message ne mérite pas d'être répondu. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est une simple sélection naturelle numérique. Seul survit celui qui sait faire ressentir. Seul se connecte celui qui comprend que, dans ce jeu, chaque mot compte comme s'il était le dernier. Cette vidéo n'est pas pour que tu apprennes à être aimé. C'est pour que tu apprennes à faire une impression, à laisser une marque émotionnelle, à communiquer avec un mélange d'intention, de stratégie et d'authenticité. Parce que si tu ne fais pas ressentir, tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, tu passes à l'oubli en quelques secondes. Le stoïcisme ne te dira pas quelle phrase écrire, mais il t'apprendra comment contrôler tes impulsions, comment penser avant de parler, comment dire seulement ce qui est nécessaire et comment utiliser le silence comme une arme. Parce que tous les messages ne s'écrivent pas avec des mots. Parfois, ce que tu t'es dit plus que n'importe quel long texte rempli de mots morts. Nous allons démonter les erreurs les plus courantes. Nous allons te montrer comment utiliser ton style, ton esprit et tes émotions pour créer des messages qui n'ouvrent pas seulement une conversation, mais qui ouvrent la porte à une véritable connexion. Parce que se démarquer n'est pas une question de chance, c'est une stratégie, c'est une intention, et c'est avoir le courage de ne pas être comme tout le monde. 1. Efface ce bonjour qui ne dit rien. Un message est comme une étincelle dans une pièce sombre. Il peut allumer la curiosité, éclairer une émotion ou simplement s'éteindre avant même d'être né. Et quand cette étincelle est un bonjour, sans plus, sans contexte, sans intention, tout ce qu'elle provoque, c'est de l'ombre. C'est comme allumer une allumette au milieu de la tempête en espérant que quelqu'un la voie de loin. Absurde, prévisible, sans impact. Dans les conversations numériques, ce premier message est tout. C'est la façon dont tu dis « c'est moi », sans avoir à le dire explicitement. Et pourtant, des milliers continuent à écrire comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils veulent accomplir. Ils commencent avec la même chose que tout le monde. Il n'y a pas d'émotion, pas d'idée, pas de connexion. Juste un salut qui flotte dans le néant, attendant d'être ignoré, parce que c'est exactement ce qui va se passer. On l'ignorera, et à juste titre. Si tu veux qu'on te réponde, tu ne peux pas commencer comme une notification de plus. Tu dois écrire comme quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, mais qui réussit quand même à se faire entendre. Le stoïcisme enseigne à agir avec intention, avec direction et avec contrôle. Cela s'applique aussi ici. Tu n'écris pas pour écrire, tu communiques. Tu dis quelque chose même avant de dire quelque chose. Un message sans poids est une porte mal fermée. Il ne dérange pas, mais il n'invite pas non plus. Et personne ne franchit une porte dont il ne sait pas où elle mène. Quand tu dis bonjour sans plus, tu ne construis pas un pont, tu laisses une pierre sur le chemin. Une pierre qui sera probablement évitée. Parce qu'aujourd'hui, l'attention se gagne, elle ne se demande pas. Et si tu ne comprends pas ça, alors tu continueras à te demander pourquoi on ne te répond pas. Il faut commencer par une question qui ouvre l'espace, par une phrase qui a du caractère, par une ligne qui dit « ce n'est pas comme d'habitude ». Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie, tu as besoin d'être clair, humain et stratégique.
Chaque mot doit avoir une direction. Chaque message doit être comme une flèche bien lancée. Il n'y a pas de place pour l'improvisation sans âme. Parfois, ce qui fait que quelqu'un répond n'est pas ce que tu as dit, mais comment tu l'as fait ressentir. C'est pourquoi la première chose que tu écris ne peut pas être vide, ne peut pas sembler automatique, ne peut pas sembler copiée. Elle doit avoir ta voix, ton énergie, ton style. Parce que si tu ne génères pas d'émotion, tu ne vas pas générer d'action. Et s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Effacer le bonjour n'est que le premier pas. Ce qui vient ensuite, c'est apprendre à entrer dans l'esprit de l'autre personne sans l'envahir. Dire quelque chose de bref, mais de puissant. Poser une question qu'ils ne peuvent pas ignorer. Écrire comme quelqu'un qui a déjà décidé qu'il vaut la peine d'être lu. Cela se remarque. Cela se ressent. Et c'est cela qui laisse une marque. Tu dois comprendre que tu ne te bats pas contre un ou deux messages, tu te bats contre des centaines. Et si ta première tentative ne se sent pas comme une vraie étincelle, comme une provocation intelligente, comme un message qui ne peut pas être ignoré, alors on va le passer sous silence, et à juste titre. C'est aussi simple. C'est aussi brutal. N'écris pas comme si tu n'importais pas. Écris comme si tu étais la seule chose qui compte à ce moment-là. Efface le bonjour, efface l'insécurité, efface la peur de te démarquer et remplace-le par du caractère, de l'intention et cette étincelle qui fait que quelqu'un s'arrête, lit, sourit ou réfléchit. Parce que si tu réussis cela, tu n'es plus juste un autre message, tu es une présence. 2. Arrête d'écrire comme si tu avais faim d'attention. Écrire avec désespoir, c'est comme servir un plat débordant d'ingrédients sans penser au goût. Beaucoup de quantité, peu de sens. Et à la fin, personne ne veut y goûter. Il en va de même pour les messages. Plus tu es impatient d'obtenir une réponse, plus cela se voit, et plus cela se voit, moins tu as d'impact. Parce que lorsque ton besoin devient le protagoniste, l'autre personne perd de l'intérêt. La faim se sent. Et si ce que l'on sent, c'est le besoin, l'insécurité ou l'urgence déguisée en sympathie, il n'y a pas d'attraction, seulement du rejet. Dans un monde plein de messages forcés, ce qui manque, c'est le calme, la sécurité. Savoir que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour que cela vaille la peine. Et pourtant, la plupart des gens écrivent comme s'ils devaient supplier. Comme s'ils devaient remplir chaque ligne de signes, d'émojis, de phrases ornées ou surexcitées juste pour recevoir quelque chose en retour. Tu ne vends pas un produit, tu crées une connexion. Et les connexions ne se construisent pas en criant. Elles se construisent avec présence. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise ses désirs maîtrise sa vie. Et cela inclut la façon dont tu te communiques. Si tu écris avec faim, tu abandonnes ton pouvoir. Tu montres que ce qui compte le plus pour toi n'est pas d'exprimer, mais d'obtenir quelque chose. Validation, attention, acceptation. Et cela se voit, on le ressent. Cela se traduit par des phrases qui cherchent à plaire, pas à dire. Et quand tu veux seulement plaire, tu te perds toi-même dans la tentative. Les gens sentent quand quelqu'un écrit à partir de l'anxiété. On le voit dans la rapidité des réponses, dans l'insistance, dans les longs textes qui ne disent rien. Et ce qui n'a pas d'équilibre n'a pas de force. Ce qui n'a pas de direction n'a pas d'impact. C'est pourquoi bien écrire ne signifie pas écrire plus. C'est écrire avec clarté, avec stratégie, avec tranquillité. Comme celui qui sait déjà qu'il n'a pas besoin de convaincre personne, juste de montrer qui il est sans exagération. Tu n'es pas ici pour divertir, tu n'es pas ici pour remplir les silences, tu es ici pour te connecter à partir d'un lieu solide. Et cela ne se fait pas en étant insistant, mais en étant ferme. Parle à partir de ton centre, pas de ton anxiété, de ton calme, pas de ton manque, parce que ce que tu écris révèle plus de toi que tu ne l'imagines. Chaque mot est un reflet de comment tu te sens avec toi-même. Et si ce que tu projettes, c'est une fin d'attention, personne ne voudra te nourrir. Ne confonds pas présence avec pression. Tu peux être présent sans insister, tu peux te faire remarquer sans forcer. Le secret est de savoir quand dire quelque chose et quand ne rien dire. Comprendre qu'une pause communique aussi, qu'un silence peut être plus puissant qu'une phrase sans âme. Le stoïcien n'agit pas par impulsion, il observe,
attends, agis avec un but. Tu devrais écrire de la même manière, pas à partir du besoin, mais à partir de la conscience. Chaque fois que tu ressens l'envie d'envoyer quelque chose juste pour obtenir une réponse, arrête-toi. Demande-toi si ce message représente ce que tu veux transmettre. Demande-toi si tu l'envoies parce que tu as quelque chose à dire ou parce que tu as peur d'être oublié. Parce que si tu le fais par peur, tu as déjà perdu. La véritable connexion ne repose pas sur l'urgence, elle repose sur l'authenticité. Et cela nécessite de la patience, du calme et de la direction. Celui qui écrit avec une fin d'attention devient invisible, parce que son besoin crie si fort qu'il couvre tout le reste. En revanche, celui qui écrit à partir du calme, avec intention et sans chercher l'approbation, génère du respect. Et le respect est la base de toute connexion réelle. Alors ne te rabaisse pas pour une réponse. Ne dévalue pas ta voix pour un vu. Écris comme celui qui sait que ce qu'il a à dire vaut la peine. Et si on ne répond pas, ce n'est pas grave. Parce que tu n'écris pas pour supplier, tu écris pour faire la différence. 3. Si tu ne fais pas ressentir, tu n'existes pas. Un message sans émotion est comme une chanson sans mélodie. Tu peux avoir des paroles, tu peux avoir une structure, mais si ça ne provoque rien, ça ne reste pas. Personne ne s'en souvient. Personne ne la chante après. Dans les conversations numériques, c'est ce qui arrive à la plupart des messages. Des mots corrects, des phrases bien formées, mais sans vie, sans feu, sans âme. Écrire sans intention émotionnelle, c'est parler dans le vide en attendant une réponse. C'est crier avec la bouche fermée. C'est vouloir se démarquer en utilisant le même ton terne que tous ceux qui ne laissent pas de traces. Aujourd'hui, tout est en compétition pour l'attention. Mais ce n'est pas celui qui parle le plus qui gagne, c'est celui qui réussit à faire passer son message à travers la barrière émotionnelle. La connexion ne se produit pas par hasard, elle se produit parce que quelque chose dans ce que tu as écrit a activé un souvenir, une émotion, une sensation, parce que tu as fait ressentir. Et quand tu réussis cela, tu n'es plus seulement une conversation de plus, tu deviens une expérience. La plupart des gens ne savent pas écrire avec émotion parce qu'ils ont peur de se sentir vulnérables. Ils préfèrent la sécurité du message correct, neutre, poli, inoffensif. Mais cela ne crée pas de connexion, cela ne réveille rien. Et si tu ne réveilles rien, tu es enterré dans la liste des oubliés. Parce que dans ce jeu, si tu ne provoques pas, tu n'existes pas. Et il ne s'agit pas d'être intense, il s'agit d'être humain. De dire quelque chose qui a une étincelle réelle, quelque chose qui n'est pas copié d'ailleurs, quelque chose qui porte ta marque. Le stoïcisme n'est pas un rejet de l'émotion, il l'ordonne. Il t'apprend à l'observer, à l'utiliser avec sagesse, à ne pas être son esclave, mais pas non plus son bourreau. Quand tu écris avec une conscience émotionnelle, tu ne montres pas de faiblesse, tu montres du pouvoir. Parce que tu sais quand parler doucement, quand toucher un point sensible, quand provoquer la curiosité, quand défier avec fermeté. C'est de l'art. Et cet art naît quand tu arrêtes d'écrire comme une machine et que tu commences à écrire comme une personne. Beaucoup pensent qu'un message émotionnel est un message qui contient beaucoup de signes, de grands mots ou des phrases mièvres. Et non. Parfois, c'est une ligne simple, mais si précise, qu'elle traverse comme un poignard. Parfois, c'est une observation subtile, une façon de regarder sans le dire. Parce que ressentir ne vient pas toujours de l'évident. Ça vient de l'authentique, de l'inattendu, de ce qui révèle qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui ne répète pas des formules, mais qui crée des moments. N'aie pas peur d'écrire quelque chose qui te représente. Quelque chose qui a ton caractère, ton histoire, ta façon de voir le monde. Quand tu écris à partir de là, les mots semblent plus vivants. Tu n'as pas besoin d'impressionner, tu as juste besoin de raisonner. Que celui qui lit dise « ça m'a touché, c'est différent, je n'avais jamais lu ça avant ». Et cela ne se fait pas en imitant. Ça se fait en osant être toi, même quand tu ne sais pas si tu vas plaire. La véritable connexion ne se produit pas quand quelqu'un répond rapidement.
Elle se produit quand quelqu'un se souvient de ce que tu as écrit, quand ton message continue à tourner dans sa tête, quand il ne peut pas l'ignorer parce que quelque chose en lui s'est activé. C'est le but. Ne pas être lu, être ressenti, ne pas être répondu par politesse, être rappelé par impact. Alors chaque fois que tu écris, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je dis génère quelque chose de réel ou est-ce que ça ne fait que remplir un espace? S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de trace. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de lien. Si tu ne fais pas ressentir, tu n'existes pas. Aussi simple que ça, aussi brutal que ça, et aussi nécessaire que ça. 4. Joue avec son esprit, pas avec sa patience. Un message efficace est comme un puzzle avec une pièce manquante. Il n'est pas livré complet, mais ne se sent pas non plus incomplet. Il éveille le besoin d'en savoir plus, de comprendre, de résoudre. Lorsque tu écris ainsi, tu n'informes pas, tu intrigues. Tu ne lâches pas tout. Tu laisses l'autre personne participer, s'approcher, compléter ce que tu lui as donné. Et c'est ce qui accroche. Pas l'évident, mais ce qui active l'esprit sans le saturer. L'erreur la plus courante est de vouloir tout expliquer, en dire trop, remplir chaque espace avec des mots qui n'apportent rien. Ce type d'écriture épuise, ne stimule pas. Et au lieu de générer une connexion, il génère du bruit. Si l'autre personne sent que ton message est un fardeau, elle ne voudra pas continuer à te lire. Parce que personne ne veut ouvrir une conversation qui se sent comme une obligation. Mais si ce que tu écris provoque une question, un doute, un sourire en silence, tu n'es plus ignoré, tu es intéressant. Le jeu mental n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie. C'est savoir qu'une conversation n'est pas seulement une ligne de texte, c'est une danse entre ce que tu dis et ce que tu laisses non dit. Et c'est là que peu savent se mouvoir, parce que l'anxiété les trahit, parce qu'ils veulent tout dire maintenant, parce qu'ils ne comprennent pas que le mystère, bien utilisé, est un outil puissant. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de doser, de mesurer l'impact, de donner juste ce qu'il faut pour que l'autre en veuille plus. Le stoïcisme enseigne le contrôle. Et ce contrôle se reflète aussi dans ce que tu écris. Celui qui se contrôle en parlant transmet de l'autorité. Celui qui se mesure en écrivant transmet de l'intelligence. Celui qui n'a pas besoin de remplir l'espace avec des mots inutiles démontre une présence. Lorsque tu utilises le langage avec intention, tu envoies un message silencieux qui dit « Je n'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit, je sais ce que je fais ». Et cette énergie est perçue, elle est respectée, elle est répondue. Jouer avec l'esprit n'est pas jouer avec la patience, c'est tout le contraire. C'est montrer que tu n'es pas là pour ennuyer ou pour saturer. Tu es là pour provoquer la pensée, pour activer les émotions, pour générer un mouvement interne, pour que l'autre personne ne se contente pas de lire, mais qu'elle réagisse, se questionne, veuille continuer. Parce que c'est là que naît la véritable connexion, pas dans la quantité de messages, mais dans la qualité de l'impact. Beaucoup pensent que générer de l'intrigue, c'est parler en code, être confus ou utiliser des phrases forcées. Mais non. L'intrigue se crée lorsque ce que tu dis a une forme, mais laisse de l'espace. Lorsque ton message est comme une porte entr'ouverte. Il n'est pas fermé, mais ne révèle pas tout non plus. Cela suscite la curiosité. Et la curiosité est le moteur qui maintient une conversation vivante sans avoir à insister. C'est ce qui fait que quelqu'un revient, sans que tu aies à l'appeler. Évite d'expliquer tout d'un coup. Évite les textes longs qui ne permettent pas de respirer. Évite le besoin d'impressionner par la quantité. Apprends à observer comment ils réagissent à ton rythme, à tes pauses, à ton style. Parce que c'est là la clé. Comprendre que jouer avec l'esprit, c'est respecter l'intelligence de l'autre. C'est écrire comme quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et n'a pas besoin de le prouver par excès. Alors la prochaine fois que tu écriras, ne cherche pas à tout dire. Cherche à laisser quelque chose en suspens. Quelque chose qui provoque, qui éveille, qui fait que l'autre personne pense à toi-même après avoir fermé la conversation. Parce que c'est ça, jouer avec l'esprit, et quand tu le fais bien, personne n'ose t'oublier. 5. Dessine des images, pas des phrases vides.
Un bon message est comme une photographie bien prise. Il ne montre pas seulement, il évoque. Il ne donne pas seulement des informations, il transmet une sensation, un scénario, un instant qui peut être ressenti sans être là. En revanche, une phrase vide est comme une image floue. Elle est là, mais elle n'a pas d'impact. Elle existe, mais elle ne reste pas. Dans les conversations numériques, celui qui ne sait pas peindre avec des mots devient invisible. Non pas pour ce qu'il dit, mais pour la façon dont il le dit. Parce qu'écrire n'est pas remplir des espaces, c'est construire des paysages mentaux. Quand quelqu'un lit ton message, il ne voit pas ton visage, ni n'entend ton ton de voix. Tout ce qu'il ressent dépend des mots que tu utilises et de la force qu'ils ont pour créer une scène dans sa tête. C'est la différence entre être lu et être vécu. Un message qui construit une image n'est pas facilement oublié, parce qu'il se connecte avec les sens, avec l'émotion, avec l'imagination. Et c'est là que commence la véritable connexion. Le problème est que la plupart des gens écrivent en pilote automatique. Ils utilisent des phrases génériques, des lieux communs, des expressions qu'ils ont lues 1000 fois et qui ne disent rien de nouveau. Cela ne provoque rien. Cela ne crée pas de lien. Cela ne fait que remplir un espace qui ne demandait pas à être rempli. Le message devient du bruit, et le bruit n'atteint personne. Mais quand tu écris avec précision, avec détail, avec l'intention de montrer une scène au lieu de lancer une idée vide, tout change. Le message cesse d'être un texte, il devient une expérience. Le stoïcisme enseigne à vivre avec clarté, à voir la réalité telle qu'elle est. Et cette même clarté doit être appliquée à la communication. N'écris pas pour écrire. Ne dis pas ce que tout le monde dit. Dis quelque chose qui a une forme, une texture, une couleur. Utilise les mots comme des pinceaux, pas comme des balles perdues. Si tu veux que quelqu'un ressente quelque chose en te lisant, tu dois provoquer une image dans son esprit, pas une liste de données. Tu dois faire en sorte qu'il se voit là, dans ce que tu racontes, même si ce n'est qu'une phrase. Par exemple, au lieu de dire « tu me plais », tu pourrais écrire « il y a quelque chose dans ta façon de regarder qui fait que le temps devient plus lent ». Au lieu de dire « je m'ennuie », tu pourrais dire « aujourd'hui, la journée ressemble à une salle d'attente sans horloge ». Il ne s'agit pas d'être poète, il s'agit de donner vie à ce que tu dis, de transformer le simple en significatif, de faire en sorte que tes mots ne passent pas inaperçus. Ne remplis pas tes messages d'ornements inutiles, mais ne les vide pas non plus de leur âme. Trouve l'équilibre entre le direct et l'évocateur. Utilise des métaphores, des comparaisons, des sensations. Demande-toi à quoi ressemblerait ou se sentirait ce que tu essayes de dire. Parce que quand tu fais ça, tu construis des ponts vers l'émotion. Et c'est ce qui maintient une conversation en vie. Ce qui fait qu'ils veulent continuer à te lire. Dessiner des images n'est pas compliqué, c'est simplifier à partir de l'émotion. C'est remplacer des phrases mortes par des expressions qui respirent. C'est apprendre à écrire comme quelqu'un qui veut être rappelé. Comme quelqu'un qui n'écrit pas par impulsion, mais par vision. Chaque mot doit apporter quelque chose. Et s'il n'apporte rien, ne le mets pas. N'écris pas seulement pour remplir l'espace. Écris pour éveiller quelque chose chez l'autre, pour qu'il voit ce que tu vois, pour qu'il ressente ce que tu veux transmettre. Alors, la prochaine fois que tu vas écrire, pense à ceci. Mon message peint-il une image ou est-ce juste une ligne de plus? Si tu ne peux pas la voir, personne d'autre ne le fera. Mais si tu réussis à faire vivre cette image dans l'esprit de l'autre, alors tu auras accompli quelque chose que la plupart des gens ne parviennent jamais à faire. Faire partie de son souvenir. 6. Défie avec élégance, ne supplie pas maladroitement. Un message bien construit est comme un verre de vin servi avec classe. Il a du corps, de l'arôme, de la présence. Il n'est pas lancé avec désespoir, il est offert avec assurance. Celui qui supplie pour de l'attention le fait comme celui qui renverse le vin sur la table en espérant que quelqu'un le boive. Il est désordonné, anxieux, sans respect pour lui-même ni pour l'autre. En revanche, celui qui sait défier avec élégance maîtrise le rythme de la conversation sans l'imposer. Il ne supplie pas, il provoque. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à être impossible à ignorer.
Aujourd'hui, beaucoup de gens écrivent avec un mélange de peur et de besoin. Ils ont peur de ne pas plaire, peur d'être ignorés, peur de ne pas être suffisants. C'est pourquoi ils déguisent leurs mots avec une sympathie exagérée, avec des flatteries vides, avec des messages qui sonnent plus comme une supplication que comme un véritable intérêt. Et c'est là qu'ils perdent toute leur force. Parce que ce qui part de l'insécurité construit rarement de l'attraction. Ce qui naît du manque est perçu comme une faiblesse. Le stoïcisme enseigne que celui qui se maîtrise lui-même ne dépend pas du résultat. Il parle parce qu'il a quelque chose à dire, pas parce qu'il a besoin d'être approuvé. Lorsque vous appliquez cela à votre façon d'écrire, l'énergie de vos messages change complètement. Vous ne sonnez plus comme quelqu'un qui supplie d'être entendu. Vous sonnez comme quelqu'un qui sait qu'il a quelque chose de précieux à apporter. Vous ne cherchez pas à plaire à tout prix. Vous montrez votre valeur avec fermeté et style. Défiez avec intelligence. Posez des questions qui éveillent. Faites des observations qui secouent. Provoquez sans attaquer. Il y a une façon de déranger qui ne génère pas de rejet, mais de l'attraction. Parce qu'elle révèle du caractère, de l'originalité, de la présence. C'est ce qui crée une véritable connexion. Lorsque votre message a ce mélange de respect et de défi, vous faites en sorte que l'autre personne s'implique, s'active, se remette en question. Vous lui donnez une raison de répondre, non pas par pitié, mais par stimulation. Suppliquer, en revanche, est épuisant, non seulement pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui le fait. Vous vous perdez dans chaque mot que vous lancez en attendant une réaction qui ne vient pas. Et à la fin, vous êtes vide. Il vaut mieux une ligne forte que 10 messages sans âme. Il vaut mieux une pause intentionnelle qu'une insistance désespérée. L'élégance dans l'écriture réside dans la retenue, pas dans l'explosion. Dans ce que vous savez garder, pas dans ce que vous lâchez sans réfléchir. Apprenez à montrer votre personnalité sans vous vendre, à démontrer de l'intérêt sans céder votre dignité, à écrire à partir de la sécurité de celui qui n'a pas besoin de supplier pour être remarqué. Les gens respectent ceux qui se respectent, et cela se voit dans chaque mot, dans chaque silence, dans chaque rythme que vous choisissez. Vous pouvez être défiante sans être arrogante. Vous pouvez être ferme sans être agressif. Vous pouvez être direct sans être maladroit. Lorsque votre message a cet équilibre, tout change. Vous n'êtes plus derrière, vous êtes face à face. Et à ce niveau, la conversation devient un jeu mental entre deux personnes qui se respectent, qui se défient, qui se stimulent. C'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle belle phrase lancée par peur. Parce que vous ne demandez pas quelque chose, vous proposez quelque chose, vous marquez votre place. Alors la prochaine fois que vous écrirez, faites-le à partir de votre centre, pas à partir de votre besoin. N'essayez pas de convaincre, essayez de laisser une marque. Ne cherchez pas à être accepté, cherchez à être inoubliable. Parce que quand vous défiez avec élégance, vous gagnez le respect. Et quand vous avez le respect, vous n'avez plus besoin de supplier quoi que ce soit. Juste continuez à être vous, avec fermeté, avec classe et avec intention. 7. Éteins le robot, allume la personne. Il y a des mots qui sonnent comme des pas dans un couloir vide. Ils sont là, mais ils n'apportent personne avec eux. Ils ne font que répéter un modèle, un scénario invisible, une formule que plus personne n'écoute. Dans ce silence déguisé en conversation, on remarque tout de suite quand il n'y a personne de réel derrière le texte. Comme si une machine répétait ce qu'elle a appris, faisant le minimum d'efforts pour maintenir la façade de connexion. Et ainsi, au lieu de te rapprocher, tu te perds parmi tant d'autres qui imitent aussi, qui copient aussi, qui jouent aussi, à converser sans être vraiment présents. Quand quelqu'un ouvre une conversation et que la première chose que l'on ressent est le froid, la structure ou les phrases recyclées, tout se refroidit. Parce que ce que l'on recherche le plus aujourd'hui n'est pas la perfection, c'est la présence. Que celui qui écrit se sente humain, sincère, avec une voix qui se sent différente, mais beaucoup préfèrent la sécurité, ce qui est correct, ce qui est acceptable. Et dans cette quête de ne pas se tromper, ils s'éteignent, ils se cachent derrière le générique, croyant ainsi plaire, alors qu'en réalité, ils disparaissent simplement.
Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a rien de plus puissant que l'authenticité guidée par la conscience. Pas par impulsion, pas par besoin de s'intégrer, mais par clarté intérieure. Quand tu appliques cela à tes mots, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de suivre un script. Tu as juste besoin d'être présent dans ce que tu dis. Ne pas répéter ce que tout le monde dit. Ne pas sonner comme un assistant automatique. Être toi, avec tes pauses, avec tes idées, avec ton style. C'est ce qui fait que quelqu'un s'arrête et dit « Il y a quelqu'un de réel ici ». Et oui, se montrer authentique fait peur. Parce que cela implique d'être vu tel que tu es. Mais c'est justement cela qui te rend inoubliable. Les gens ne se connectent pas à ce qui sonne parfait, ils se connectent à ce qui se sent vivant, à ce qui a une âme, même si elle n'est pas polie. Chaque fois que tu choisis d'écrire depuis ton centre, tu laisses une empreinte. Tu ne lances pas des mots en l'air. Tu envoies une partie de toi qui mérite d'être reçue, non pas parce qu'elle supplie pour de l'attention, mais parce qu'elle a son propre poids. Arrête d'écrire comme si tu devais passer un filtre. Personne ne veut lire des messages qui sonnent comme s'ils avaient été rédigés par une application de réponse rapide. Ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est la voix propre, le regard différent, la phrase inattendue qui surgit d'une pensée authentique. Tu peux poser une question commune et la faire sentir différente si tu la poses depuis ta manière réelle de voir les choses. Tu peux ouvrir une conversation simple et la faire sentir profonde si tu la remplis d'intention. Parler comme une personne, c'est oser dire quelque chose qui n'est pas partout. Ce n'est pas chercher des mots rares, c'est arrêter de se cacher. C'est écrire comme si ton message était une porte ouverte, pas une formalité. Comme si tu disais « c'est moi », sans bouclier ni moule. Cela crée du magnétisme. Cela fait que l'autre personne veut continuer à parler parce qu'elle sent qu'il y a quelqu'un là, pas une ombre numérique. Alors, avant de réécrire la même chose, avant de copier une autre phrase que tu as vue fonctionner ailleurs, demande-toi si elle représente vraiment ce que tu veux dire. Parce que si tu n'es pas prêt à apparaître dans ton message, personne ne restera. Et s'il ne reste pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez. C'est parce qu'ils ne se sont jamais sentis en train de parler avec toi, mais avec une copie. Allume ta voix. Désactive le mode automatique et commence à communiquer comme quelqu'un qui sait qu'il a quelque chose de réel à offrir. 8. Signe ton style comme si tu laissais une empreinte dans leur mémoire. Il y a des mots qui entrent comme de l'encre invisible. Ils sont lus, mais oubliés. Et il y a d'autres mots qui marquent comme le feu. Ils restent gravés, même s'ils ne sont pas répétés. C'est la différence entre écrire à partir du moule ou écrire à partir de l'âme. La première option semble correcte, mais ne laisse aucune trace.